Bonjour à tous, je suis Marine L'Orphelin et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Vous d'abord, un podcast santé, prévention, créé et pensé par les pharmaciens Aprium. Alors moi je suis médecin généraliste, chroniqueuse, autrice d'un livre et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être bien accompagnée pour vous parler d'un sujet très important, celui de l'endométriose. Alors c'est une maladie qui malheureusement a longtemps été mise de côté, a été oubliée. On a longtemps considéré que c'était normal d'avoir des règles douloureuses, mais on sait aujourd'hui que c'est un des symptômes principaux de l'endométriose. Et pour que vous réalisiez à quel point cette maladie nous concerne toutes, je vous rappelle un chiffre, environ 10% des femmes en âge de procréer sont touchées par cette maladie, ce qui fait quand même environ 2 millions de Françaises. Vous vous rendez compte, c'est énorme et malheureusement, la souffrance de ces femmes a longtemps été banalisée. Et il aura fallu attendre 2020 pour que l'endométriose rentre dans le programme des études de médecine. Donc moi, quand j'étais étudiante en médecine, je n'ai pas appris cette maladie, je l'ai découverte sur le tard. Et ce n'est qu'en 2022 que l'endométriose est considérée officiellement par l'assurance maladie comme une maladie longue et invalidante, assurant une prise en charge aux patientes plus codifiée et mieux remboursée. Mais pourquoi est-ce une maladie si difficile à dépister, à diagnostiquer, à traiter? Comment on fait pour vivre mieux et bien avec cette maladie? Ce sont les thématiques qu'on va aborder avec nos invités du jour. Déjà, j'ai le plaisir d'accueillir Sophia. Tu es sage-femme et tu es vraiment spécialisée dans l'endométriose. Exactement. Alors, j'exerce en préservation de la fertilité dans un centre parisien et en parallèle, je suis des patientes en libéral qui ont de l'endométriose, mais qui ont aussi d'autres pathologies gynécologiques et je fais beaucoup d'échographies. Et j'ai créé un compte également sur les réseaux sociaux pour sensibiliser au plus grand nombre sur la santé de la femme qui s'appelle Ma Fertilitime. Merci beaucoup, Sophia, d'être là. On a aussi la chance et le plaisir d'accueillir Laurie. Alors, Laurie, on te connaît quasiment toutes, je dirais, enfin, en tout cas dans ma génération. Tu es chanteuse et tu es comédienne et tu es surtout concernée par cette Ouais. maladie, malheureusement. Bah, oui, oui, moi je suis, atteinte, voilà, d'endométriose. Tu prends énormément la parole dans les médias pour parler de l'endométriose. C'est vraiment ton combat. Oui, oui, parce que, comme tu le disais, hein, c'est ça a été dans le livre de médecine, depuis pas longtemps. On en parle de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Il faut, sensibiliser surtout les jeunes filles et voilà, oui, endométriose, adénomiose, hystérectomie, congélation d'ovocytes, voilà, je prends la parole, dès que je peux pour parler de tout ça et faire avancer les choses. Et puis nous avons aussi à nos côtés Sarah Simian. Tu es pharmacienne à Neuvic, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc en Dordogne, donc pharmacienne. Du coup, touchée par l'endométriose parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et puis parce que les pharmaciens Aprium sont aux côtés des femmes. Donc c'est vraiment un parti pris que le groupement a pris. Donc on est très actifs à ce sujet. Et tu vas pouvoir nous expliquer vraiment comment tu donnes des conseils dans ta pharmacie aux patientes. La moyenne de temps pour vraiment diagnostiquer de l'endométriose est d'environ 7 ans. Toi, quand est-ce que tu as été diagnostiquée? Comment ça s'est passé? En fait, j'avais fait une grossesse extra-utérine. Ok. Donc, l'endométriose aussi, peut provoquer des grossesses extra-utérines. Donc c'est l'implantation de l'embryon à un autre endroit Voilà. que à l'intérieur de l'utérus. Et ça s'est très mal passé, hein, parce que bon, j'avais pris les médicaments pour, éliminer, L'embryon. l'embryon, sauf que j'ai fait une hémorragie interne. Je vais voir mon gynécologue, il me dit: «Oh là là, mais je tu vas à la clinique, je t'opère dans 2 heures». Il m'opère et quand je suis revenue dans ma chambre, il me dit: «OK, bon, tout s'est bien passé. Par contre, on j'ai vu que tu avais de l'endométriose». Et là, j'ai fait: «Quoi? Pardon?» Et comme j'étais un peu sous le choc de l'anesthésie, enfin, j'étais encore un peu dans les vapes, je me rendors et puis quand je me réveille après toute seule dans ma chambre, 1 heure ou 2 heures après, je dis: «Mais il m'a dit que j'avais quoi?» Et là, je me souviens d'une endo, mais je savais pas la suite. Donc je prends mon téléphone, je fais, endo maladie et je tombe sur endométriose. Et là, je vois, très forte douleur pendant les règles. Et là, je fais: «Ah, mais c'était ça!» Et donc pendant des années et des années et des années, j'avais des règles très, 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 très douloureuses. Mais pour moi, c'était normal. Parce qu'on m'avait dit, toujours, «C'est normal d'avoir mal pendant ses règles». Oui, c'est normal, mais pas à ce point-là, en fait. T'avais consulté du coup pour ces règles douloureuses? T'en avais déjà parlé avec des Bah non, spécialistes? j'en parlais pas parce que pour moi, c'était normal et je m'étais dit: «OK, bon, il y a des femmes qui n'ont pas mal». OK, elles ont de la chance. Et Oui. puis, il y a des femmes qui ont très mal. Et ben, je fais partie du lot, pas de bol, je fais partie de celle-là. Et puis, c'était comme ça, en fait, pour moi, c'était un fait. Plein de choses sont revenues dans ma tête. Je dis: «Ah, mais OK, mais ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça». Et je dis: «Ah OK, bon, voilà». Et voilà comment on m'a diagnostiqué l'endométriose.
Les règles douloureuses, c'est le symptôme prédominant dans l'endométriose? C'est le symptôme prédominant, c'est le plus courant. Après, il y a bien d'autres symptômes. Il y a les rapports sexuels douloureux, on appelle ça les dyspareunies. On peut également avoir des douleurs qui sont hors des règles, en fait, des douleurs pendant l'ovulation, un petit peu avant, un petit peu après les règles. Tu peux avoir des saignements qui sont beaucoup plus importants qu'habituellement, c'est les ménorrhagies. Tu peux avoir également des douleurs lorsque tu vas uriner, Mm. et c'est beaucoup plus intense pendant les règles, ou alors quand tu vas à la selle. Et tu as même plus rarement des douleurs qui sont ailleurs, qui viennent tous les mois, comme par exemple des douleurs thoraciques, qui peuvent annoncer une endométriose qui va au-delà même du pelvis. Donc en fait, tu as quand même un panel de symptômes autour de l'endométriose. T'avais d'autres symptômes aussi? Ah oui, moi j'avais tout. Ah, t'avais tout? J'avais tout, ouais. J'avais Ah, la totale. les douleurs pendant les rapports, les douleurs aux toilettes, quand je restais trop longtemps assise, trop longtemps debout. Même ma fille, elle avait quelques mois, je la portais, mais j'avais super mal. J'avais peur de la faire tomber, mais que mes jambes, elles lâchent. Et les douleurs, en fait, elles résonnaient jusque dans mon dos Ouais. et dans les jambes. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que parfois, il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup d'endométriose, mais qui ont très, très mal. Et parfois, il y a des femmes qui ont beaucoup de lésions et qui n'ont pas mal du tout. Tu vois, donc vraiment, ça dépend de chacune, quoi. Enfin, il y a autant de femmes que d'endométriose. C'est exactement ça. On ne parle pas forcément d'une endométriose, mais plutôt des endométrioses. Parce qu'en fonction déjà des localisations qui peuvent être multiples, comme on l'a dit, mais également aussi au niveau des ressentis, des douleurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on va parler plutôt de plusieurs formes d'endométriose. Donc, en gros, il y en a 3. Il y a la forme d'endométriose superficielle, donc qui touche plutôt le péritoine. Donc, le péritoine, c'est la petite membrane qui englobe la cavité abdominale et pelvienne. Donc, celles-ci, c'est des lésions qui ne vont pas trop en profondeur, qui restent à moins de 5 millimètres de profondeur. Et ensuite, on a une deuxième forme d'endométriose qui est l'endométriose où il y a un kyste. Donc, on parle d'endométrium. Donc là, du coup, c'est un kyste au niveau des ovaires. Celui-ci est différent des kystes ovariens qu'on peut retrouver. Il est rempli de sang et de cellules endométriales, ce qui fait qu'il a une couleur dite chocolat. Et la troisième forme d'endométriose, c'est l'endométriose profonde, donc là, qui touche plutôt des organes tels que l'utérus, la vessie, les intestins, enfin, en tout cas, qui est un peu plus diffuse. Et les lésions sont un peu plus profondes, à plus de 5 millimètres. C'est vrai qu'avant, on parlait plutôt de stadification. En fait, il y avait stade 1, 2, 3, 4. Et plus les lésions étaient étendues, plus il y avait un impact sur les organes. Et plus on allait vers le stade 4. Mais c'était plutôt une stadification qui était utilisée avant la chirurgie. Par l'imagerie, du coup, c'est ça? Par l'imagerie, exactement. Finalement, en fait, je trouve que parler plus de différents types d'endométriose, c'est plus parlant. Parce que la stadification, en fait, on peut avoir un stade 4 et pourtant avoir pas de symptômes du tout. Donc, comme tu disais, effectivement, il y a la superficielle. Ça, c'est au-dessus du péritoine. Et la profonde, c'est en dessous du péritoine. Donc, tu as l'endométrium dans les ovaires. Moi, je dis toujours qu'il y a une 4e type d'endométriose, c'est l'adénomiose, parce que dans le phénomène, en fait, dans le processus d'évolution de la maladie, c'est à peu près la même chose, en fait. C'est juste qu'on a toujours dit que l'endométriose, c'est des cellules de l'endomètre hors de l'utérus. Là, elles sont dans l'utérus, mais en soi, c'est à peu près la même fonction. L'adénomiose, c'est vraiment les lésions à l'intérieur du muscle utérin. En gros, la cellule de l'endomètre se retrouve ailleurs. Et donc là, on parle d'endométriose. On a l'habitude de la voir ailleurs, bien ailleurs, donc sur un organe, sur un ligament. Mais en fait, des fois, elle peut juste aller pas très loin, dans le muscle utérin. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de patientes me disent « Moi, c'est rien, j'ai juste une petite endométriose superficielle ». Comme si le fait de dire superficielle, finalement, c'était moins grave, alors que pas du tout. Et même l'impact sur la fertilité, c'est pas parce que c'est superficiel que c'est moins impactant. Donc, superficielle ne veut pas dire moins grave, moins douloureux. Et effectivement, grosse endométriose avec des gros nodules ne veut pas dire, n'est pas non plus prédictif de la douleur. Il y a des femmes qui sont venues en consultation, elles avaient des kystes de 10 cm. Une, en l'occurrence, avait un kyste de 10 cm, de l'endométriose, partout, 0 douleur. Donc, en fait, on peut avoir de tout. C'est très, très injuste, mais effectivement, on peut totalement décorréler le nombre de lésions, leur localisation avec les douleurs, exactement. le vécu de la maladie. Alors, pourquoi est-ce que c'est si long à diagnostiquer? Comment on fait, en fait, vraiment pour la diagnostiquer? Alors, je pense que c'était long parce que déjà, tous les médecins n'étaient pas informés ou n'ont pas appris ce chapitre-là. Et puis, parfois, tu vois, il y a des femmes qui vont pas forcément avoir mal, mais qui vont avoir des problèmes digestifs. Et quand tu vas voir un médecin et que tu dis, voilà, j'ai problème digestif, tout ça, le médecin va pas tout de suite dire, ok, c'est de l'endométriose, tu vois. Complètement.
Donc, Je te le dis dans mon schéma de pensée de médecin. Heureusement, maintenant, je suis beaucoup plus bien sensibilisée sûr. et c'est ce qui est intéressant dans Mais dans voilà, tout ce comme qu'on il y a fait là aussi. Mais plusieurs symptômes, c'est ça, tu vois? S'il y a une femme qui va voir, je sais pas, sa gynécologue: «Voilà, j'ai des problèmes pendant les rapports, j'ai des douleurs». OK, bon, bah, va peut-être pas forcément penser endométriose tout de suite. Mmh. C'est ça qui est un peu, qui est difficile, je pense. Oui, donc il y a beaucoup de symptômes différents. Comme tu disais tout à l'heure, il y a pas. Je pense qu'il y a une endométriose par femme. Il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes. Maintenant, donc, il y a l'hétérogénéité des symptômes, mais il y a également effectivement le manque de formation des professionnels de santé. Et puis même moi, à la fac de médecine, j'avais jamais entendu parler de l'endométriose, mais pas que. Quand j'ai passé mon diplôme d'échographie spécialisée en gynécologie et obstétrique, je pense littéralement avoir eu peut-être une demi-heure sur Ah ouais. l'endométriose et Ouais. aucun stage pardon, qui me montrait comment on faisait pour diagnostiquer l'endométriose. Et là encore, on parle souvent du cursus médical de l'endométriose, mais également les diplômes universitaires d'échographie sont Mmh. apparus au même moment, en Mmh. 2020. Donc, il y a ça également, je pense, qui rentre Ouais, en bien sûr. considération. Et la société. En fait, on est dans une société où on ne prend pas en compte ces types de symptômes. Et donc, je pense que si une adolescente, par exemple, elle peut pas aller au sport parce qu'elle a ses règles douloureuses, elle va à l'infirmerie, on lui a déjà dit que c'est très certainement normal. Dans sa famille, elle entend que c'est normal. Et peut-être que ça a un effet dissuasif et que ça peut même l'empêcher elle-même. Tu disais tout à Mmh. l'heure que finalement, tu pensais que c'était normal et que tu n'es pas Ouais, allée bien sûr. consulter. Mmh. Donc, il y a un triple problème, en fait. C'est la formation des professionnels, la société entière qui a une méconnaissance de la maladie et une pathologie qui est assez complexe. Tu nous le racontais aussi juste un peu avant, mais le fait que tu es tombée sur un radiologue qui t'a fait une imagerie et le radiologue te dit bon, vous avez pas grand-chose. Ouais, non, mais alors lui, je t'assure, si je le retrouve, il va passer un sale quart d'heure. Heureusement, tu as oublié son nom. Ah ouais, non, je lui aurais fait une bonne pub. Bah oui, en fait, on me dit, voilà, il faut que tu fasses une IRM pour voir bah, comment la maladie est propagée avant de faire une cœlioscopie. Donc j'étais un peu en stress, j'étais pas bien et j'avais plein de questions, de doutes. Enfin, tu vois, Normal. Mmh. une fois que les images étaient faites, je dis bon bah alors c'est grave, j'en ai où, est-ce que je dois me faire opérer, tout ça. Ouais. Alors déjà il soupirait, il levait les yeux au ciel, il me regardait pas dans les yeux. Enfin, en fait, je le saoulais. Je le sentais que je le saoulais. Et il me dit, sa réponse, c'était oui, enfin, ça va, avec votre maladie à la mode, là. Donc déjà, maladie à la mode, je fais, ok, bon, enfin... J'ai rien dit sur le coup parce que j'étais dans mon, tu vois, dans mon truc de... Mais bon, bref, il y a quand même d'autres choses pour être à la mode que d'avoir d'endométriose. Oui, enfin, vous en avez un petit peu, mais ça va, vous allez pouvoir vivre avec vos douleurs, c'est bon, quoi. Ouais, en plus, il se permet de juger du coup en disant Ouais, il y a peu de donc lui, il avait fait ce rapprochement qui est complètement faux, de dire: «Vous avez peu de lésions, vous allez pouvoir vivre avec quelques douleurs». quelques petites douleurs et tout ça. Et en plus, ce charmant radiologue avait complètement... Enfin, il avait tout faux parce que quand j'ai envoyé les images au professeur qui me suit aujourd'hui à la clinique Tivoli à Bordeaux, il m'a dit bah non, mais en fait, faut vous opérer d'urgence. Et là, je lui dis mais attendez, ça fait 1 an que j'ai fait l'IRM. Il me dit bah justement, là, il faut faut vous opérer d'urgence. Et heureusement qu'il m'a opéré rapidement parce que voilà, il y avait des lésions qui commençaient à grignoter donc le tube digestif, l'utérus. Donc il a fallu qu'il me coupe des petits bouts du tube digestif et de l'extérieur de l'utérus. Mais si j'avais attendu, il m'a dit si on avait fait ça 1 mois plus tard, bah tu ressortais avec une stomie. D'où l'importance d'aller voir des spécialistes, finalement, Exactement. d'emblée. Justement, aujourd'hui, il existe des équipes dans différentes villes, dans des CHU, des cliniques, qui sont vraiment dédiées à cette maladie, à l'endométriose. Par exemple, sur Paris, tu as le réseau Raisando qui travaille avec l'hôpital Saint-Joseph. Alors, malheureusement, il n'y en a pas encore assez pour le nombre de patientes. Tu disais tout à l'heure 2 millions, il me semble. Donc, il y en a. Et il y a des associations aussi qui mettent des listes de spécialistes de l'endométriose. Donc, je pense à EndoFrance, EndoMind, Info Endométriose. Enfin, il y a pas mal d'associations qui listent du coup ces spécialistes le temps qu'ils se forment et il y en aura de plus en plus, heureusement. Il y a différents types d'évolutions aussi dans l'endométriose. Parce qu'il y a des endométrioses qui peuvent rester un peu éteintes, je dirais, enfin, s'exprimer à bas bruit, et d'autres qui s'expriment beaucoup et qui engendrent vraiment des risques sur les organes. C'est intéressant parce que j'ai assisté à un congrès il y a quelques semaines qui disait que effectivement, alors très compliqué de voir l'évolution de l'endométriose. Moi, dans ma pratique personnelle, j'ai l'impression que tout ce qui est pilule, etc., c'est un peu un garde-fou, mais ça n'empêche pas non plus l'évolution. Donc c'est juste que quand il n'y en a pas,
il n'y a rien qui ralentit un petit peu cette évolution. Et souvent, quand je vois que ça évolue, c'est aussi avec un environnement stressant, la perte de quelqu'un, une rupture. Et j'ai l'impression qu'on passe une certaine étape dans la douleur et dans la propagation des lésions. Alors après, ça reste mon point de vue clinique. Mais comme je disais, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un congrès qui disait que l'évolution, elle a l'air d'être plus rapide entre l'adolescence et l'âge de 25 ans. D'où l'importance d'aller diagnostiquer cette pathologie tôt, parce qu'ensuite, ça aurait tendance à se ralentir. Mais c'est très important pendant l'adolescence et au début de la vie d'adulte. Les lésions, après tu me coupes si je dis mais elles se propagent avec le sang des règles, en fait. C'est pour ça que très souvent, on nous donne tout de suite une pilule en continu pour ne plus avoir de règles, pour que la maladie, arrête de se propager, en fait. On met un peu en pause le cycle menstruel pour limiter la propagation des lésions. Mais ça se guérit pas. Ouais. Il y a pas de tu vois, il y a pas de médicaments où on se dit: «OK, je prends ça et puis c'est bon, j'en ai plus». C'est juste stopper la propagation. Justement, faisons un petit focus sur ces traitements. Donc, ce sont des traitements hormonaux, principalement. La prise en charge, elle doit être pluridisciplinaire. Ça, c'est la base de la prise en charge de l'endométriose et le traitement en fait partie. Et ce qui est important dans le traitement, c'est que parfois, quand on se retrouve face à des patientes qui ont mal depuis des années, leur dire là, il faut que tu ailles faire du yoga, ça serait bien que tu manges mieux, ça serait bien que tu fasses du kiné, etc. Parfois, en fait, leur corps, il est quand même assez stressé par la douleur. Et des fois, on a tendance à les mettre aussi en pause via des traitements hormonaux qui sont adaptés. C'est-à-dire qu'il y a des contraceptions hormonales qui sont plus adaptées que d'autres. Ça, c'est important de le savoir. Et parfois, on les met 2-3 mois sous contraception hormonale. On parle de traitements hormonaux parce que le but à la base, c'est pas de les mettre qu'elles aient une contraception. Ça permet de souffler un petit peu. Et en parallèle, on commence à aborder toute la prise en charge globale. Et ce que je dis à mes patientes, moi en tout cas, c'est que c'est pas une fatalité le traitement hormonal. Ça peut être là juste au début, histoire de mettre en place toute une prise en charge qui est bienveillante. Et ensuite, dès que c'est OK, il y a un rituel, là, on peut essayer de voir en arrêtant. Et c'est le même principe que la grossesse. Finalement, la grossesse, elle coupe les règles pendant 9 mois. C'est un peu comme si on était sous pilule pendant 9 mois. C'est vrai qu'on entend souvent la grossesse, elle a tendance à apaiser, à guérir. En fait, elle joue un peu le même rôle que les traitements hormonaux. C'est juste une petite pause. C'est ça. Avant de repartir dans la tempête. Tu avais été mise sous pilule comme pas mal de jeunes femmes adolescentes. Avant même de savoir que tu avais de l'endométriose. Ouais. Et moi, j'ai commencé la pilule très tôt aussi non pas parce que j'avais envie d'avoir des rapports avec mes petits copains, mais parce que j'ai fait du patinage artistique en sport-études. Et les règles avec le patinage, c'est pas compatible, en fait. Tu vois, je pouvais pas mettre... Tu fais une arabesque, t'as la serviette en haut du dos, tu fais, pas agréable. Donc, très rapidement, en fait, j'ai pris une pilule par rapport au sport, en fait. Donc, tu avais une pilule en continu qui bloquait tes règles? Pas forcément en continu, mais en tout cas, quand j'avais des compétitions pendant mes règles, je calculais et là, je me disais, OK, là, je reprends, je la prends en continu, j'arrêterai le mois d'après. Je pense que ça m'a fait du bien parce que j'ai commencé à avoir des douleurs très fortes vers l'âge de 30 ans. Au moment où, à un moment donné, dans les médias, on commençait à entendre plein de choses sur les pilules. Et je me suis dit, il faut que j'arrête, j'en prends depuis trop longtemps. J'ai arrêté. Et en fait, non pas parce que je voulais avoir des enfants, mais parce que la pilule, pour moi, j'entendais trop de trucs. Et en fait, petit à petit, c'est pas arrivé tout de suite. Cycle après cycle, j'avais un peu plus mal, jusqu'au jour où, il y a un matin, j'ai pas pu sortir de mon lit. Tu vois. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je pense que le fait d'avoir pris la pilule pendant toutes ces années, ça a endormi les douleurs et tout ça, quoi. Complètement. Et tu disais, effectivement, on a pas mal parlé de la pilule. Le truc, c'est que très souvent, on a mis la pilule sans expliquer réellement ce qui se passait. Oui. Et c'est différent de dire, je te mets la pilule parce que tu as des douleurs, on ne sait pas encore ce que c'est, on a du mal à diagnostiquer, mais comme ça, la patiente, en fait, elle sait quand elle arrête la pilule ce qui peut arriver. Exactement. Et là, souvent, en fait, on arrête la pilule et on se rend compte qu'il se passe des choses, parfois qu'on peut même mettre sur le dos de la pilule, parce que c'est la pilule qui a déréglé mes cycles au point où j'ai mal après. Donc, c'était important de le dire. C'est ça qui est important. Mettre la pilule, c'est une chose, mais surtout expliquer pour quelle raison on la met. Oui, bien sûr. Oui, ça peut être la contraception. On en parlera dans un autre épisode, mais l'acné, le confort aussi parfois. Toi, c'était dans ta pratique sportive. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur les facteurs de risque? Est-ce qu'il y a vraiment des profils de femmes qui peuvent avoir un peu plus d'endométriose? Est-ce qu'il y a un lien génétique, par exemple, dans les familles? Est-ce qu'on a un peu des informations là-dessus? Alors, on ne connaît pas encore la cause. On ne sait pas totalement comment ça fonctionne. Sinon, je pense qu'on aurait trouvé un traitement assez rapidement. Ce qu'on sait, c'est que c'est multifactoriel, très certainement. Une part de génétique. On a des fois des histoires de famille où de mère en fille, elles ont de l'endométriose. On sait qu'il y a très certainement l'environnement perturbateur endocrinien
pollution? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'endométriose avec l'environnement dans lequel on est? Ou est-ce qu'on le détecte un peu mieux? Ou est-ce qu'on en parle plus? Ça, c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a une théorie qui fait beaucoup parler d'elle dans le monde scientifique, on se dit que en fait, ces cellules qui se propagent un peu partout, eh bien, en fait, ça arrive peut-être chez toutes les femmes, chaque mois, mais que peut-être que de base, en fait, c'est qu'elles ont un endomètre qui est particulier en termes d'immunité, qui est inflammatoire. Et par exemple, moi, j'ai pas d'endométriose, peut-être que ces cellules se disséminent, mais que mon système immunitaire, il les détruit sans problème en quelques heures, alors que chez les autres, ça reste. Elles doivent pas se trouver, par exemple, en dehors de l'utérus, au niveau des trompes ou au niveau Ouais, du et donc système digestif, donc elles sont éliminées C'est ça, par, il les détecte, il les le corps. élimine. Et pourquoi chez certaines, ça reste? Peut-être parce que de base, l'endomètre a un problème inflammatoire. Et ce problème inflammatoire peut être des dérèglements hormonaux, des problèmes de l'environnement, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'études actuellement qui sont en train de soigner des endométrites qui étaient laissées passer. Donc, c'est une inflammation de l'endomètre, de les soigner. Et il y a des études, il faut en faire beaucoup, qui montrent que ça peut diminuer les lésions, la propagation. Donc, il y a énormément d'études en ce moment, mais ça reste une piste. Et d'où le fait que les anti-inflammatoires soient souvent prescrits dans les douleurs de règles. Tu en as pris du coup pas mal, j'imagine, Oui. des médicaments Oh, antidouleurs. oui. Bah ouais, j'en ai pris beaucoup, surtout qu'à une période, quand j'avais arrêté donc la pilule, j'avais mal. Je commençais à avoir mal une semaine avant mes règles. La semaine de mes règles, j'avais mal, mais c'était la douleur était à 9-10. Si on Ouais, doit on mettre a dans l'habitude une échelle. de faire ça en médecine, de dire de 0 à 10. Voilà. Donc 9-10, donc 9, intolérable en ouais, fait. bah oui, parce que parfois je tombais dans les pommes tellement j'avais mal. La douleur se terminait, allez, une semaine après mes règles. Donc j'avais une semaine par mois où j'étais tranquille. Ouais, une semaine de répit. C'était pas évident. On a du mal à imaginer Ouais. une vie quand même comme ça. Et donc antidouleur de sur douleur. antidouleur sur antidouleur, mais à un moment donné, ça fait plus rien, quoi. Ton corps s'habitue. Et tu disais, tu mettais même tous tes rendez-vous dans cette semaine. Ouais, j'essayais de faire tous mes rendez-vous professionnels. de... Pendant cette semaine-là, j'essayais de faire un max de choses, mais c'était chiant. Enfin, après, c'était plus vivable. Puis j'étais épuisée en plus. C'est là qu'on voit que l'endométriose, finalement, sur la vie professionnelle, sociale, conjugale, personnelle, a vraiment un impact, finalement. Impact, ouais. Parce que là, de devoir se dire que j'ai une semaine pour régler tous mes problèmes, enfin tous mes rendez-vous, Ouais. de caler ça sur une semaine, c'est là qu'on voit que c'est une vraie maladie, qu'on a souvent sous-diagnostiquée et qu'on continue encore de sous-diagnostiquer puisqu'on met encore 7 ans pour pouvoir poser ce diagnostic. Ouais, c'est pas juste des petites douleurs dans le quotidien, quoi. C'est vraiment des douleurs qui te paralysent, qui t'empêchent de vaquer à tes activités quotidiennes et Puis professionnelles. c'est du stress. Enfin, moi, le matin, parfois, je me levais, j'étais en tournage, j'étais en période de crise. Ok, est-ce que je vais tomber dans les pommes aujourd'hui, quoi? Est-ce que quand je vais traverser la rue, je vais tomber dans les pommes? Est-ce que je vais tomber dans les pommes sur le tournage? Est-ce que Ouais. tu vois, est-ce que je vais bien bosser? Est-ce que je vais bien dire mon texte? C'était tout le temps du stress permanent, en fait. En plus d'avoir mal. Tu étais en tournage, donc tu fais de la Ah ouais. comédie aussi, donc parfois voilà, avec des équipes en proximité et tu dois apprendre sur toi, en fait. Bah ouais, je prenais sur moi. Au départ, je voulais pas que ça se sache. Ça parle vite dans le milieu et après, ah ouais, tu penses à Laurie pour tel rôle. Ouais, fais gaffe, elle est malade et tout. Si elle, tu vois, si elle te foire une journée de tournage, pour des producteurs, c'est de l'argent, quoi. Tu vois. Donc, Puis c'est hyper personnel aussi, ça touche quand même bah la ouais. féminité aussi, donc ça touche les règles, donc quelque chose qui était relativement tabou. Exactement. Du coup, c'est très difficile de pouvoir en parler comme ça librement. Maintenant, ça y est, ça commence à se Ouais. libérer aussi, parce qu'il y a des célébrités comme Laetitia Milo aussi qui en parlent de plus en plus, qui sont médiatisées, comme toi aussi qui en a beaucoup parlé. Ce qui fait que maintenant, les jeunes filles peuvent aussi se dire, si ça se trouve, si j'ai des douleurs, peut-être que c'est peut-être ça. Et le fait d'en parler plus, ça permet aussi aux jeunes filles de pouvoir plus s'exprimer auprès des professionnels de santé. Ouais, ça c'est. Le fait, justement, je le disais en introduction, mais qu'on ait vraiment identifié cette maladie par l'assurance maladie, qui l'a catégorisée comme une maladie longue, invalidante, avec un remboursement, ça permet aussi C'est une reconnaissance. Oui, c'est une d'être reconnaissance, reconnu ouais. en tant que malade, en tant que patient, de vraiment dire c'est pas juste des petites douleurs, quoi. C'est une maladie qui englobe toute la sphère de la vie. Il y a eu quand même des avancées sur le diagnostic ces dernières années. Il faut savoir qu'on a changé de dogme aussi. Parce que pendant des années, on diagnostiquait en faisant des chirurgies. Et ça, Oui, donc on opérait pour voir les lésions à C'est ça. l'intérieur et pour donc stadifier la maladie C'est comme ça. c'était fait à l'époque. on se disait, on opère, comme ça on sait si c'est digestif, si ça vient de l'utérus, et puis voilà. Sauf que quand on opère, on peut créer des adhérences, on peut créer des problèmes. Surtout que l'endométriose, c'est une maladie qui est assez complexe, qui peut avoir des accolements entre les organes, donc opérer,
ça peut créer des soucis. Et pendant longtemps, on faisait ça. Sauf qu'une patiente, elle avait 22, 23 ans, on l'opérait. Effectivement, ça l'a soulagée pendant quelques années. Ensuite, elle revenait. On l'a réopérée, on se retrouvait avec des patientes qui n'avaient même pas 35 ans et qui avaient été opérées 3 fois, 4 fois, avec un impact qui était important. Et donc, il y a eu un changement de dogme important il y a moins de 10 ans, je veux dire à peu près 5-8 ans, où on s'est dit, OK, en fait, il ne faut plus que ce soit une référence, la chirurgie, comme ça peut être encore dans certains pays. Et on se disait, il faut que le diagnostic soit ce qu'on appelle clinico-biologique. Donc, en fait, on se base que sur des symptômes et sur l'imagerie. Bon, la problématique, on la connaît, c'est qu'entre la théorie et la pratique, il y avait un monde, puisque à la fac de médecine, on n'enseignait pas forcément. Mais les symptômes, il y a une étude qui a été publiée par l'hôpital Cochin, elle a montré que ça pouvait détecter plus de 80% juste en se basant sur des symptômes et des antécédents. Et il y a une autre étude récente qui a été publiée et qui a montré qu'une imagerie sur 2 émettait un mauvais diagnostic, une erreur diagnostique d'endométriose pour les endométrioses qui étaient débutantes, ou en tout cas qui ne se propageaient pas dans tout le corps. Et c'était 70% d'endométriose. À partir de ça, il a fallu trouver d'autres moyens, comme le test salivaire. Ouais. Ah bah, parlons-en justement, parce que ça a fait grand bruit dans les médias. On l'a vu relayer un peu partout. Bientôt un test salivaire pour détecter l'endométriose. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Sur quoi se sont basées ces études? Enfin, comment elles ont été faites? Et est-ce que ça va arriver bientôt du coup? Je pense que ça va arriver bientôt. Alors déjà, c'est Cocorico, parce que c'est une start-up française, Ziwig, qui est basée à Lyon, je crois, qui, grâce à des chercheurs, des médecins spécialistes et l'intelligence artificielle, en fait, le but, c'est de trouver ce qu'on appelle une signature moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'endométriose, ça se suspecte avec des symptômes, ça se diagnostique avec l'imagerie et la chirurgie, mais ça s'analyse avec la biologie moléculaire. Donc, en fait, on essaye d'analyser comment il y a l'inflammation, comment ça se passe, qu'est-ce qui est mis en œuvre, etc. Et donc, eux, ils ont vachement bossé sur ça. Et ils ont trouvé 109 micro-ARN. Donc, bref, c'est une signature moléculaire qui montre que s'il y a ces 109 micro-ARN, il y a plus de 95% de chances qu'il y a de l'endométriose. Et il se trouve que ces micro-ARN sont aussi dans la salive. Donc, le test, en fait, tu craches, c'est analysé, et ensuite, on te dit, tu as 95% de chances d'avoir de l'endométriose. Ça a fait grand bruit, effectivement, au début, parce que dès que c'est sorti, les médias l'ont vite récupéré, cette information, et il fallait que ce soit remboursé pour tout le monde. Parce que aussi, dans d'autres pays, c'est commercialisé déjà depuis longtemps. Sauf que dans les autres pays, c'est payant. Forcément, quand la patiente paye elle-même entre 500 et 1000 euros pour son test, les choses vont beaucoup plus vite. Ouais, ça fait une petite somme quand même. Hein. Tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est ça. Et vu qu'en France, ça rentre dans le cadre de la prise en charge, et il faut que ce soit pris en charge par la sécurité sociale, mais il fallait plus de garanties. La première étude, elle a été faite sur un peu plus de 200 personnes. Ensuite, il y en a eu une autre sur plus de 1000 personnes. Mais actuellement, et ça c'est important de le dire, il y a eu une innovation santé qui a permis à ce que ce test soit accessible dans plus de 80 centres en France pour les patientes qui ont de l'endométriose. Et donc, il y a des milliers de femmes aujourd'hui en France qui peuvent avoir accès à ce test, pris en charge par la Sécu. Et donc, ça permet que la Haute Autorité de Santé puisse évaluer est-ce que ça fonctionne vraiment sur un large panel de patientes, et surtout à quel moment le mettre pour que ce soit le mieux possible pour la patiente. Parce que ça reste un test. Est-ce qu'on l'utilise en dépistage systématique pour toutes les jeunes Non, femmes? Est-ce qu'on part de pas. symptômes? Certainement qu'on va partir d'un dépistage clinique, comme tu disais. Exactement. Et puis, Ça reste de la troisième attention. Ils disent pour l'instant, c'est vraiment, comme tu disais, une innovation projet. Donc, c'est vraiment dans un cadre assez spécifique où il y a une dérogation particulière qui est donnée au centre pour pouvoir faire ce test. Parce que sinon, au niveau du coût, on ne pourrait pas le faire en systématique comme ça. Ouais, j'ai vu beaucoup d'infos passer sur les réseaux sociaux à ce sujet. On disait que ça serait bien en fait de le faire d'emblée. Comme ça, on le sait, on n'a pas besoin de faire des examens qui ont un coût, etc. Mais ça, je pense que c'est un piège. Parce que imaginez que vous avez une patiente qui fait le test, qui est positif, elle se dit, je sais que j'ai de l'endométriose, j'ai pas besoin de faire d'écho ou d'IRM. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où sont localisées les lésions. Autant c'est en train d'attaquer le système digestif, autant c'est en train d'attaquer l'urètre et d'abîmer le rein, autant c'est dans les trompes. Ça n'a pas du tout la même implication sur la suite de la patiente. Donc, l'écho ou l'IRM en première intention avec des symptômes, c'est hyper important. Et moi, ce que j'aime dire aux patientes, c'est que des fois, elles sont déçues. Elles ont des symptômes d'endométriose, on voit rien à l'écho, à l'IRM, et elles disent non, mais il n'y a rien. Et moi, je change un peu le mindset, je leur dis, mais en fait, tu as certainement de l'endométriose, mais c'est tant mieux que je vois rien, en fait. Parce qu'on n'en est pas au stade où ça se voit vraiment. Et donc, ça devient une info importante. Je sais que tu n'en as pas dans les trompes, je sais que tu n'en as pas dans les ovaires, je sais que tu n'en as pas dans des endroits qui peuvent être dangereux. Et en fait, tu changes l'info qui devient négatif à positif, et ça, c'est important. Oui, je parlais avec une gynécologue qui disait qu'elle aurait envie de préconiser le test salivaire à des patientes qui ont des douleurs, qui ont des symptômes, mais à qui on ne voit rien
tu vois, aux images, en disant, OK, bon, bah, j'ai mal, mais on voit rien. Bon, bah, on va faire le test salivaire pour voir si c'est vraiment de l'endométriose. Comme ça, si c'est de l'endométriose, on sait que c'est ça. Si le test est négatif, OK, bon, bah, c'est pas ça et on passe à autre chose. Mais pas le donner systématiquement à tout le monde, non. Oui, parce que c'est quand même important d'avoir le diagnostic et pour la patiente et Ouais, pour la bien prise sûr. en charge Mmh. thérapeutique et enfin pluridisciplinaire. C'est quand même pas la même chose. Ouais. On parlait justement des douleurs. Sarah, est-ce que tu fais de la prévention justement au comptoir de la pharmacie quand tu as des femmes qui viennent pour des douleurs? Oui, bien sûr. Du coup, on se rend compte, que nous, on est dans un désert médical, là où je travaille, donc en Dordogne. Les patientes, elles ont de moins en moins accès, à des médecins spécialistes et on se rend bien compte que nos patientes, une grande partie, n'ont pas de suivi, gynéco, régulier. Donc elles se tournent vers le médecin traitant. Mais comme on disait, bon, bah, voilà, on n'a pas tous été, formés, en tout cas à l'endométriose. Donc les médecins traitants, bon, bah, c'est souvent des ordonnances avec des anti-inflammatoires, des antispasmodiques et ces jeunes filles, on les retrouve parce que tous les mois, elles reviennent renouveler les traitements et donc à ce moment-là, c'est là où on se dit: «Ah, ça fait quand même plusieurs fois que vous revenez pour ces médicaments. Comment ça se passe votre quotidien? Comment sont vos douleurs?» On essaie d'évaluer un petit peu avec elle, de la questionner et ensuite on essaie de voir aussi comment elles le vivent au quotidien. Parce que des douleurs de règles, c'est ce qu'on a dit, on peut en avoir, mais c'est pas invalidant au point, voilà, comme toi Laurie, de dire qu'il y a une semaine avant, une semaine pendant, une semaine après. Non, c'est pas ça la vraie vie. Donc d'essayer d'évaluer avec la patiente. Ensuite, on l'oriente vers le médecin généraliste en lui disant: «Il faudra peut-être en discuter avec lui la prochaine fois un peu plus longuement», en essayant de dire que ces douleurs sont vraiment, invalidantes. Essayer d'alerter le médecin généraliste et à la suite de ça, d'essayer d'avoir un suivi gynéco parce qu'après faudra certainement faire des examens complémentaires, comme on disait écho, IRM, voilà, pour essayer après, soit de diagnostiquer, de l'endométriose, soit peut-être d'autres problèmes, de trouver, la cause de l'inflammation ou de ces douleurs. Mais dans tous les cas, de leur dire: «Non, stop, c'est pas normal des douleurs de règles comme ça». À ce niveau-là, oui, on a vraiment ce rôle, d'orientation, notamment, parce qu'on est dans un désert médical et après le rôle aussi où, les jeunes filles quand elles viennent, elles ont beaucoup de douleurs. Donc on essaie de trouver des traitements aussi alternatifs parce que, à un moment, comme tu disais, c'est que les anti-inflammatoires ne fonctionnent plus, enfin, en tout cas, plus aussi bien que ce que ça a fonctionné au tout début. Donc on complète par, des bouillottes, des plantes, des choses comme ça et les patientes arrivent quand même à trouver, un apaisement, donc en tout cas un petit mieux. Mais toujours pareil, on essaie de leur dire: «Voilà, il faut quand même qu'il y ait, ce rendez-vous, Mmh. avec un gynécologue, un suivi régulier, c'est très important». Ouais, ouais, il faut faire ce Mmh. rendez-vous Oui. de bilan, quoi, en Ouais, fait. c'est vrai. Pourquoi on a Mmh. des douleurs Mmh. le plus souvent donc gynécologiques, mais Mmh. pourquoi on peut avoir d'autres douleurs qui s'accompagnent et c'est pas toujours, on fait pas toujours le diagnostic d'endométriose, hein, ça peut Mmh. être Ça peut complètement être autre autre Ça peut chose. chose, être autre bien sûr, chose, ouais. mais il faut avoir ce réflexe et d'ailleurs il y a un plan qui est paru, de santé publique pour l'endométriose, je crois que c'était en 2022 et dans le plan, en fait, ils avaient 3 axes. Donc le premier c'était, la recherche, Mmh. donc on y est quand même, parce qu'il y a eu des millions qui ont été mis. Le deuxième c'était essayer d'améliorer le diagnostic, donc la recherche aussi en fait partie et le troisième c'était le réflexe. Il Mmh. faut qu'on ait un réflexe endométriose et donc comme tu le dis, le pharmacien a tout son rôle. En fait, tous les professionnels de santé, médical, paramédical et en fait toute la sphère doit jouer un rôle de réflexe et dès que quelqu'un a un doute, doit informer la patiente et Mmh. l'amener vers une consultation, hein. Tu fais beaucoup de prévention du coup aussi, Laurie, ouais, auprès des femmes et des plus jeunes peut-être? J'en parle, dès que je peux, dans des émissions de télé, dans des podcasts comme celui-là. De plus en plus, on me demande d'aller faire des conférences aussi, dans des entreprises, juste pour les gens en interne. Donc ça c'est bien aussi parce que quand les patrons ou les gens, ils organisent ça, ça veut dire qu'ils ont envie de faire avancer les choses aussi, donc c'est plutôt cool. Et de sensibiliser tout le monde, les femmes, les hommes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes dans ces conférences-là et qui posent des questions super intéressantes. Et enfin, franchement, c'est génial. Et puis, j'ai écrit un livre aussi où je raconte un peu mon parcours, mon histoire. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, dedans, je parle de mon endométriose, de mon adénomiose, de mon hystérectomie. Et je me suis dit, voilà, si je peux essayer d'aider des femmes avec mon histoire en leur disant, voilà tout ce qui m'est arrivé. J'ai quand même réussi à avoir une petite fille. J'ai plus de douleur. Donc, oui, chaque femme a son endométriose, mais parfois ça se finit bien aussi. Donc voilà, c'est important d'en parler, c'est important de sensibiliser. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand, par exemple, je vais faire des séances de dédicaces dans des librairies et que je vois des jeunes femmes arriver et dire: «Oh là là, écoute, grâce à toi, je sais
que je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée il y a pas longtemps parce que je t'ai entendu dire à la télé que les symptômes, c'était ça, ça, ça. Et ben, je me suis reconnue et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai peut-être ça. Et je suis allée consulter et effectivement, j'en ai. Donc voilà, je voulais te dire merci. Et donc, voilà, quand il y a une jeune femme ou une femme tu sais, qui vient me dire ça, et bah, je fais, ok, bon, bah voilà, tout ce que je fais, ça sert pas à rien. Ça a Enfin, du tu vois, sens, ça a du sens. Ouais. Mais ça fait du bien aussi. On voit que les choses avancent. On voit Oui. que la société change. Exactement. Les professionnels de santé se forment. Donc forcément, cette errance médicale va se réduire dans les prochaines années. Parfois, c'est des gens qui viennent en couple. La fille me dit, bah, c'est grâce à mon compagnon. Parce qu'il t'a entendu. Et il m'a dit, mais attends, mais t'as ça et ça, bah, va consulter. Ouais, non, c'est pas grave. Mais non, mais va consulter et tout. Et à un moment donné, même, j'avais un petit couple. C'est le mec qui avait pris rendez-vous pour elle, tu vois. Donc, je trouve ça bien aussi que les hommes aussi commencent à Ouais, vraiment être... c'est une maladie qui touche les femmes, mais qui concerne toute la société. Parce que, voilà, on en a parlé de l'impact sur la vie personnelle, la vie de couple, la vie professionnelle. En fait, il faut vraiment que chaque citoyen un peu ait connaissance de cette maladie et qu'il puisse avoir quelques petits réflexes. Pour moi, je pense que c'est une maladie de couple. Mm. Vraiment. Parce que ça touche les rapports sexuels, et puis le quotidien, vraiment. Donc, c'est vraiment important de sensibiliser tout le monde. Il y a une étude française qui a été faite récemment, l'année dernière, sur l'impact que ça a sur l'homme aussi. Oui. Lorsqu'on est en couple avec une patiente qui a de l'endométriose, que ça peut impacter. Et elle était assez intéressante, cette étude. Et donc, on s'y intéresse et on voit à quel point eux aussi, en fait, ils ont envie d'aider leur compagne. Donc, c'est bien de les intégrer. Bah oui, parce que c'est vrai, quand on voit l'autre souffrir comme Bah oui. ça. Bah, ils sont désemparés, ils savent pas quoi faire. T'as abordé un sujet là, tu nous l'as Oui. glissé comme ça, mais Tac, tac, hop là. Tu as attrapé le fait C'était que tu quoi as une petite fille. Ouais. Et donc, j'aimerais qu'on parle quand même de l'impact de l'endométriose sur la fertilité, parce que c'est une des causes d'infertilité, pas la première, mais une des causes quand même. Et c'est ce qui fait peur à beaucoup de femmes. Est-ce que parce qu'on a de l'endométriose, on a véritablement une fertilité diminuée, ou est-ce que, on peut avoir plusieurs grossesses naturelles sans problème? Alors, j'aimerais tellement répondre à cette question. En fait, la fertilité, déjà, c'est quelque chose qui fait un peu peur parce que c'est de l'ordre de l'imprévisible. Ça dépend de 2 personnes. Donc déjà, quand tu es célibataire et que tu as pas la personne en face de toi, tu sais pas non plus la fertilité de ton compagnon. Et vu que c'est un mix des 2, il y a énormément de choses qu'on maîtrise pas. Et dans notre société, on aime bien maîtriser pas mal de choses. Donc, ça, c'est la première chose. On aimerait bien avoir l'enfant quand on veut, C'est au ça. moment où on veut, parce qu'on veut calculer les congés. C'est ça, et comme on veut. Sage. Heureusement, la plupart du temps, ça se passe bien. On dit que ça peut impacter la fertilité, l'endométriose, chez 30% des patientes. Alors, ça ne dit pas qu'elles vont devenir stériles, mais que ça peut mettre du temps pour obtenir une grossesse et qu'on peut avoir recours à une aide. Chez 30%, des études disent 50%. Mais en vrai, en fait, il faut qu'on prenne ça avec des pincettes parce que vu qu'on ne sait pas combien de femmes sont réellement touchées, on ne sait pas finalement si c'est un peu plus ou si c'est un peu moins. En fait, il faut voir ça comme un facteur de risque. En gros, si tu as de l'endométriose, tu as un facteur de risque, au même titre que la clope peut être un facteur de risque de cancer du poumon, etc. Tu vois, je prends des choses un peu graves, mais c'est un facteur de risque. Et d'ailleurs, le tabac joue beaucoup sur la fertilité aussi. Et d'ailleurs, le tabac. Donc, généralement, quand même, c'est multifactoriel. Et vu que c'est une pathologie qui est inflammatoire, sauf que cette inflammation, en fait, si tu manges pas très bien, si tu es stressé, si tu fumes, si tu fais une activité qui est plutôt pro-inflammatoire, une hygiène de vie, tu vas aller aggraver ton endométriose qui peut-être n'aurait pas eu autant d'impact si tu avais une hygiène de vie. Donc, d'où l'intérêt d'ailleurs pour la fertilité d'avoir une hygiène de vie qui soit quand même optimale. En gros, c'est un facteur de risque d'infertilité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos sociétés, en plus, on fait des enfants de plus en plus tard. Donc, l'âge va se rajouter. On sait que ces 40 dernières années, le sperme des hommes a diminué en qualité. Donc, c'est souvent une accumulation de facteurs de risque. Et une femme qui a de l'endométriose, en fait, il faut qu'elle consulte plutôt que les autres pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui se rajoutent. Ça aussi, c'est un conseil important à donner. Ouais. Oui. On dit souvent, essaye pendant 1 an ou 2, alors que c'est plus ça les recommandations. Avant 35 ans, on essaye 1 an avant de tomber, avant d'aller consulter. Après 35 ans, on essaye 6 mois. Mais ça, c'est quand il n'y a rien. Quand tu as de l'endométriose, tu ne rentres plus dans ce cadre-là. Quand tu as de l'endométriose, tu consultes avant même le projet. On cherche s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque chez toi ou chez l'homme. Comme ça, on se dit, OK, a priori, il n'y a pas d'autres facteurs de risque, il n'y a que l'endométriose. Dans ce cas-là, essaye 6 mois et on fait un check-up. Les choses s'adaptent en fait à l'endométriose. Oui, parce qu'en fait, pour tomber enceinte, t'arrêtes la pilule. Mhm. Donc, les douleurs reviennent, la maladie se repropage. Donc, tu peux pas essayer naturellement trop longtemps, en fait. Tu vois, parce que la maladie, voilà, C'est Elle ça. te rattrape. elle te rattrape. Et tu peux avoir des grossesses naturelles Bien avec sûr. de l'endométriose. Bien sûr. Si on suit les stats, du coup, 70%, donc on le voit avec le verre à moitié plein, 70% des femmes n'auront pas de soucis finalement. Généralement, ce qui nous pose problème, c'est
le temps pour le diagnostic, le temps pour aller consulter en PMA. Et là, ça baisse les chances de grossesse. Et donc, anticiper, je pense qu'il y a rien de plus important. C'est l'information la plus importante. C'est de consulter avant, faire le point et on s'adapte au cas par cas. Et s'il y a besoin d'aide, que ce soit parce que on a essayé quelques mois et ça fonctionne pas très bien, ou parce qu'il y a une atteinte des trompes, ou que ce soit parce qu'on n'arrive pas à avoir des rapports sexuels parce que c'est trop douloureux, À cause des douleurs, ouais. Ouais. on peut consulter d'emblée et se faire aider. On me demande souvent comment ça impacte finalement l'endométriose, c'est quoi le mécanisme. En fait, il est divers. En gros, tu peux avoir une endométriose qui est dans les trompes. Bah, là, ça peut causer une grossesse extra-utérine, comme tu Ouais, disais. donc les trompes, c'est un peu le petit entonnoir, le petit conduit qui Le conduit permet de faire le lien entre l'ovaire et donc amener l'ovocyte jusqu'à jusqu'à l'utérus. C'est le lieu de rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Et donc, c'est vrai que s'il y a de l'endométriose et que c'est bouché, ben, on imagine bien que c'est difficile. Il y a aussi la modification des organes. Je disais tout à l'heure qu'avec l'inflammation, il y a des choses qui peuvent être collées dans le pelvis. Et tu peux te retrouver normalement, tu sais, avec le classique, l'utérus devant, les ovaires de chaque côté, avec l'ovaire qui est là, l'ovaire qui est en dessous. Du coup, ça vient un peu compliquer le trajet de l'ovocyte et des spermatozoïdes. Mais ce que nous, on a de plus de mal, et c'est là où il y a le plus d'impact, c'est l'inflammation. En fait, quand l'ovocyte et le spermatozoïde se rencontrent, il faut qu'ils soient dans un environnement le plus sain possible. Et le problème, parce qu'ils doivent communiquer grâce à l'immunité. Allô, t'es où Je viens de passer l'ovaire. Dans 2 minutes, je suis là. Bah, c'est presque ça. En fait, ils doivent l'ovule, le spermatozoïde, ils doivent communiquer entre eux, ils doivent se rencontrer. Hop, il arrive dans l'utérus. L'embryon doit quasiment presque parler à l'utérus pour essayer de s'implanter. Sauf que tout ça, Ouais, avec c'est c'est plein de mécanismes chimiques, quoi, de immunitaire. molécules. Sauf que l'inflammation, elle vient bouleverser tout ça. Donc, c'est pour ça que la première chose, c'est l'hygiène de vie. On le répétera jamais assez. Et ensuite, lorsque l'hygiène de vie ne suffit pas, parce que ça peut arriver en fonction de quand est-ce qu'on arrive au moment de propagation de l'endométriose, l'aide médicale à la procréation vient apporter une aide importante. Nous, on a essayé 8 mois, naturellement. Et puis bah, ça n'a pas fonctionné. Et donc, comme on ne pouvait pas trop non plus continuer à prendre... Enfin, voilà, à laisser la maladie se propager, bah, on a eu recours à la PMA. Donc, on a fait une FIV ICSI. Et voilà, et on a eu assez de chance parce que, dans notre parcours, parce que ça arrivait quand même assez rapidement. Pas tout de suite, mais quand même assez rapidement. Donc, voilà. La FIV, ça fonctionne plutôt bien dans l'endométriose. Parce que vu que souvent, on n'est pas sûr que l'ovocyte et le spermatozoïde se rencontrent bien, bah là, on le fait au laboratoire. Ouais. Comme ça, on est sûr que ça se passe. Boum, C'est ça. allez. On leur met Et on une le petite musique dépose. douce C'est ça. pour qu'ils s'entendent bien. Comme ça, on a fait une partie du travail et Voilà, on sait qu'après, c'est c'est ça. juste l'implantation, entre guillemets. On l'a mentionné aussi plusieurs fois, la question du mode de vie, de l'hygiène de vie. Donc, ça a réellement quand même un impact sur l'inflammation et donc potentiellement la propagation et les symptômes aussi de la maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement, concrètement, pour améliorer, on va dire, son hygiène de vie et limiter l'impact sur la maladie ? Tu veux peut-être nous dire, toi, Laurie, ce qui te faisait du bien déjà ? Moi, mon hygiène de vie, c'était bien manger, faire du sport, bien dormir. Quand il y a du stress au boulot, machin, essayer d'avoir la positive attitude. Voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Essayer de relativiser tout ça. Puis après, bah, il y a pas mal de choses aussi pour soulager tout ce qui est douleur. Sans parler de pilules et tout, mais on en parlait de la bouillotte. Moi, j'ai fait des séances d'ostéo avec parfois donc des manipulations externes, mais aussi des manipulations internes, avec une ostéo vraiment spécialisée dans la gynécologie et tout. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai le bassin qui se déplace aussi beaucoup, donc j'ai souvent mal dans l'aine, au sacro-iliaque. Et donc ça, mes organes, enfin mon utérus, tout ça, ils n'étaient pas comme il fallait. Donc elle me remettait tout ça bien. Là, dans le centre spécialisé à Bordeaux, il y a 5 femmes qui viennent. Et en fait, une après l'autre, on voit des spécialistes. Donc, on voit une algologue, Ok, une spécialiste de la douleur. une spécialiste de la douleur, une ostéo, une psychosexologue et une gynécologue. Et donc, on les voit à tour de rôle. Et après, elles se concertent et elles parlent de notre cas. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elles se parlent entre elles, tu vois. Donc, l'ostéo, elle va dire, oui, mais là, il y a un problème avec la colonne vertébrale, le bassin, nanana. Ah oui, ok. Et puis, tu vois, par exemple, elles m'avaient prescrit des séances d'ostéo, des TENS. Oui. Oui. Pour la douleur, parce que moi, ça commençait à être... Il y avait les nerfs, tout ça. Enfin, il y avait tout un truc psychologique. Ouais, la douleur qui se chronicise, en fait, qui Exactement. devient ancrée au niveau Neurologique. cérébral. Ouais, Voilà, c'est exactement. ça, Donc, ouais. je commençais à voir ça et tout ça. Et donc, il y avait plein de choses pour améliorer la douleur et pour améliorer aussi son quotidien. Et ça, c'était plutôt bien. L'hypersensibilisation à la douleur, c'est vraiment quelque chose qu'on redoute. Tu as la douleur sur le moment, et puis normalement, elle est censée s'arrêter juste après. Tu as un rapport sexuel, tu peux avoir mal, mais normalement, juste après, ça s'arrête. Sauf que
lorsque tu as mal de manière répétée, c'est surtout le fait que ce soit cyclique, Exactement. tu vois, ou parfois même des traumas dans la petite enfance. En fait, lorsqu'il y a un terrain, soit traumatique, soit quand tu as des douleurs cycliques, tu vas aller déséquilibrer en fait cette sensibilité à la douleur. Normalement, tu perçois chaque jour moins de 10% de la réelle douleur que tu as. Et le problème, c'est que ensuite, la douleur, elle se propage dans le temps et dans l'espace. Donc, on a des patientes qui, au début, pouvaient juste avoir mal pendant les rapports sexuels. Ensuite, elles ont mal 2-3 heures après le rapport. Et ça se propage au niveau des muscles, des ligaments. Et donc, le kiné, l'ostéo, il vient aussi, il intervient dans ça pour resensibiliser aussi les cellules nerveuses. Et nous, c'est vraiment notre bête noire parce que quand une patiente, elle s'est chronicisée, ben, on a beau l'opérer, on a beau donner des antidouleurs, il y a des douleurs comme ça qui restent parce qu'elles sont, Mmh. elles viennent d'ailleurs. En fait, c'est plus de la douleur inflammatoire. C'est des choses qu'on a du mal à prendre en charge. D'où l'importance, quand ça arrive, qu'on a l'impression d'avoir une douleur qui s'est quand même propagée dans le temps et dans l'espace, d'aller voir des médecins de la douleur. C'est hyper important parce que eux, ils sont passionnés, généralement. Tu les as vus, C'est hein. vrai, c'est dingue. Alors, eux, c'est des génies et ils trouvent le petit truc qui s'adapte. Et en fait, ça fait de ta vie une vie compliquée à une qualité de vie qui est juste incroyable. Et donc, c'est important d'aller voir aussi les médecins de la douleur si besoin. Ouais, et je rebondis du coup là-dessus justement en disant, c'est bien ce que tu disais, c'est que ce sont des RCP un petit peu, ces espèces de petites réunions pluridisciplinaires en fait. Ouais. Voilà, c'est pas une maladie qui chacun dans son coin décide comme ça de faire telle ou telle chose. En fait, c'est pluridisciplinaire parce qu'il y a une prise en charge qui est plutôt globale. Donc il faut quelqu'un dans la douleur, quelqu'un gynéco. On avait dit qu'il y avait un retentissement sur la vie personnelle, familiale, professionnelle. Donc il faut aussi ce côté psychologue, sexologue aussi, parce qu'il y a des douleurs aussi au niveau lors des rapports. Donc en fait, c'est vraiment une globalité et il faut vraiment voir plusieurs professionnels. Et ça se fait par contre que dans des grands centres. Donc on ne le retrouve pas forcément partout. Effectivement, les patients d'aller consulter comme ça des grands Ah, ça, c'est centres génial. pour avoir accès à ces réunions pluridisciplinaires, c'est hyper important. Et pour la douleur, effectivement, il y a une mémorisation au niveau de cette douleur. Quand ça devient chronique, et c'est pour ça qu'après ça passe par le côté neurologique, Ouais, c'est ça. c'est qu'il y a une mémorisation de la douleur. Et du coup, la douleur va rester là. Elle reste après beaucoup plus longtemps dans le temps. Et on utilise des TENS en fait pour vider un petit peu les neurones en fait qui sont pro-douleur. On les vide de leurs neurotransmetteurs et pour essayer de ne plus avoir ces douleurs. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi ces petits TENS pour soulager la douleur des Ouais, patientes c'est qui commencent à la avoir de la... neurostimulation Ouais, Ouais. pour reprogrammer un peu ouais, tous les neurones et exactement. qui pensent différemment, quoi. Exactement, tout à fait. Au niveau de l'alimentation aussi, là, on parle souvent, Oui. on en entend beaucoup parler, c'est quand même un peu à la mode aussi, Ouais. cette fameuse alimentation anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux patientes qui souffrent d'endométriose pour essayer, avec l'alimentation, d'améliorer un peu ce terrain inflammatoire? Alors, moi, de base, je lui dis qu'il y a des aliments qui sont pro-inflammatoires. Alors après, c'est ma manière d'expliquer. Peut-être que c'est pas forcément toujours la bonne. Mais je leur dis, voilà, il y a des aliments qui sont pro-inflammatoires. Voici le listing. Je te demande pas de les retirer. Tu les manges, tu observes comment ton corps réagit. Est-ce que tu te sens ballonné? Est-ce que tu trouves que tu te sens fatigué après, que tes règles sont plus douloureuses? Dans ce cas-là, tu coches, tu dis, écoute, ça va pas trop. Mais ça, pour le coup, je le tolère bien pour pas que ce soit trop restrictif. Mais je dis aussi de prendre le temps de manger. Parce que dans la bouche, quand tu mâches, tu es censé faire un boulot. Oui. Et c'est pas ton système digestif qui est censé le faire. Et quand tu manges vite, quand Concentrer tu ne sur manges ce pas que en tu- conscience, ouais, comme c'est on ça. dit, Ouais. dans ce cas-là, tu demandes à ton système digestif de faire un boulot qui n'est pas censé faire. Tu vas l'inflammer. Et on n'en a pas conscience, mais en fait, les choses dans le pelvis, les organes, ils sont à moins d'1 millimètre entre eux. Et donc, tu as le rectum qui est comme ça par rapport à l'utérus. Donc, si tu as le rectum qui est inflammé, l'utérus s'inflamme. À l'inverse, si tu as l'utérus qui est inflammé, tu inflammes ton système digestif. Et donc, il faut se dire que du moment où tu as de l'endométriose, tu es obligé de penser à l'alimentation parce que c'est trop proche. Nous, à la pharmacie, on conseille pas mal les oméga 3. Donc, oméga 3 qui sont vraiment anti-inflammatoires. Donc, ça, on conseille vraiment d'en manger. Ou alors d'en consommer en dehors. On peut avoir des capsules avec des oméga 3. Oui, parce que dans l'alimentation, effectivement, on peut les On peut les- avoir dans tout ce qui est poisson gras, dans les Voilà, bonnes huiles exactement. de Donc, cuisine, mais parfois, c'est pas suffisant. C'est vrai que ça parfois, c'est dépend. pas suffisant, donc on peut Ouais. compléter par des capsules d'oméga 3. Et après, c'est pareil, on essaie aussi de regarder l'alimentation. Tout ce qui est produits ultra transformés, on sait que c'est des produits qui sont pro-inflammatoires. Idem pour tout ce qui est viande rouge, tout ça,
ça, ce sont des produits qui sont pro-inflammatoires. Donc, comme tu dis, le but, c'est pas non plus de tout enlever parce que de faire quelque chose de restrictif, on n'y arrive pas. Oui, ça peut provoquer des TCA, puis de la frustration. C'est ça. Et puis C'est pas la le vie elle est but. déjà suffisamment difficile quand on C'est a de des se faire douleurs. plaisir un petit peu. C'est ça. Après, voilà, tout est balance, en fait. Moi, c'est ce que je leur dis aussi, c'est que dans l'assiette, OK, on peut avoir sa viande rouge parce qu'on en a envie, mais d'équilibrer avec les oméga 3. Il faut toujours que la balance oméga 6, donc qui est plutôt pro-inflammatoire, oméga 3, soit plutôt pèse plus sur les oméga 3 et que les oméga 6 soient un peu diminués, en fait, dans leur balance. Voilà, c'est d'essayer de voir un peu dans l'assiette ce qu'ils ont pour essayer de contrebalancer plus en oméga 3 parce que on mange beaucoup trop d'oméga 6 en France. Quand on regarde notre rapport oméga 3, oméga 6, c'est oméga 6 qui est vraiment en haut de la balance et les oméga 3 en dessous. Et ça, il faudrait essayer d'inverser cette balance pour être plutôt dans un processus anti-inflammatoire que pro-inflammatoire. Oui, puis c'est valable Pour tout le monde. Pour tout le monde, hein, même quand on n'est pas concerné. forcément Exactement. par Puis on peut l'endométriose. consulter des naturopathes Ouais, aussi. naturo, nutritionnistes, c'est ce que je disais. Après, Nutritionniste, chacun son métier, j'avoue que naturopathe. C'est ça. moi, je donne les grands conseils, mais après, je leur dis allez voir les spécialistes, nutritionnistes, naturopathes. Puis tu as complètement raison, c'est très personnel, très individuel en Bah fait ouais. aussi notre manière Mm. de manger. On doit aussi s'adapter à notre quotidien, à notre rythme de vie, pro, les contraintes pro. Donc Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ouais. Nos goûts aussi. Hein, tu vois. Peut-être un truc un peu positif d'une patiente. En fait, elle m'a parlé de ses symptômes d'endométriose, mais de manière un petit peu positive. Tu vois, elle me dit maintenant, c'est devenu un peu le bouton on-off de ma vie. C'est-à-dire que je sais que quand je déconne un petit peu au boulot, que je finis trop tard, que je m'écoute pas assez, bah, tu vois, mon endométriose me rappelle que il va falloir que je ralentisse un peu. Et je trouvais ça quand même assez cool, tu vois, parce que c'était un peu le côté un peu positif. Donc, elle a appris à vivre avec la maladie, elle a appris à la gérer, et ça lui rappelle de temps en temps qu'il faudrait qu'elle mette le pied sur le Pas frein. trop et- d'excès. C'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à notre système de soins pour que l'endométriose soit enfin bien prise en charge, bien dépistée? De continuer en ce sens. Je Mm. pense qu'on Ouais. est sur la bonne route et dans pas longtemps, ça sera, j'espère, derrière nous, toutes ces problématiques autour de l'endométriose. Il y aura de l'endométriose, mais je pense que dans pas longtemps, ça sera beaucoup mieux géré et mieux vécu par les femmes. Parce qu'après, il y a quand même aussi une étude multicentrique, je ne sais pas si tu en as entendu parler, par rapport à une chirurgie micro-invasive avec des ultrasons. Donc, du coup, ils passent. Mais alors là, c'est en France aussi, donc c'est pareil, c'est encore en étude. Mais je pense qu'il y a beaucoup maintenant d'évolutions Ouais. à ce niveau-là. La technique, la recherche. Ouais, et qui vont permettre vraiment de soulager les patientes et d'essayer de trouver en tout cas peut-être un traitement, parce que c'est vrai qu'on l'a dit un tout petit peu tout à l'heure, mais il y a 0 traitement du coup pour l'endométriose, donc d'essayer en tout cas de trouver quelque chose pour soulager toutes ces patientes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils sensibilisent beaucoup plus dans les collèges. Je sais pas, une personne qui va dans les classes une fois par an, une après-midi, parler de ça, tu vois. Dès que tu commences à l'âge où tu commences à Ouais. avoir tes règles, tu vois, je sais pas, Mhm. 6e, 5e, enfin, j'en sais rien, et qu'ils en parlent pour sensibiliser, Mhm. mais que ça soit automatique, quoi, tu vois, que ce soit vraiment Ouais. un truc ancré où tous les ans, bah voilà, il y a quelqu'un qui vient dans la classe et qui parle de ça. Systématique, ouais. Il y a une Ouais. asso qui s'appelle Règles élémentaires qui le fait, mais bon, je pense qu'il faudrait que ce soit à plus large échelle Oui, il faut que ce nationale. soit quoi. Que ça fasse voilà. partie, Bah, c'est ça. Voilà, de partie l'éducation, du- tout c'est simplement. ça. Comme on a Programme de l'éducation, c'est nationale. ça. Comme Ouais, on a c'est l'éducation ça. sexuelle, d'avoir aussi, C'est ça. parce que c'est à ce moment-là où ça peut se déclencher et les jeunes filles justement peut-être n'ont pas encore leurs règles, donc au moins Exactement. qu'elles commencent déjà à se dire, Ok, si, je sais ouais. comment ça, voilà, parce que souvent, bah, en fait, ça arrive et personne nous a tenu au courant de comment ça allait se passer, à part nous dire, tu vas saigner, ok, mais après on est un petit peu, Ouais, puis toutes les familles ne sont pas à l'aise avec ce C'est- sujet. exactement. C'est vrai que Dans J'allais dire, certaines ouais. familles, c'est plus difficile D'aborder d'aborder le ce sujet des règles, la sexualité, etc. Donc, c'est Mm. super important que l'école aussi prenne ce rôle-là. Ouais. Donc on est légitime de consulter pour des règles douloureuses. Il faut Mais on y consulter va. pour des règles douloureuses. Voilà. Et après, on peut découvrir que oui, voilà, avoir quelques douleurs de temps en temps qui sont pas du tout invalidantes, qui sont bien gérées. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Ou Ou ça juste peut être... normal. Voilà, Mm. juste normal. Mais il faut consulter pour Mm. faire le point. Mais merci à toutes pour cet échange vraiment super intéressant, super constructif. Et merci aux pharmacies Aprium d'avoir permis ce podcast. Donc ce podcast, vous d'abord, qui traite de sujets de santé publique, qui permet de faire de la prévention et de sensibiliser au maximum le plus grand nombre à des sujets de santé. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et aussi en vidéo sur YouTube si vous préférez. Donc je vous invite à découvrir toutes les autres thématiques et je vous dis à bientôt.